Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition de webinaire cherchant à montrer les liens entre industrie extractive, patrimoine naturel et aires protégées. Je pense que certains d'entre vous ont déjà pu assister aux éditions précédentes et sinon, donc, pour les autres, en gros, on va avoir aujourd'hui plusieurs interventions pour donner des exemples de cas concrets sur cette thématique. Donc, on va commencer par une intervention d'un site qui se trouve dans l'Aube, le site de Montpottier, avec une prise de parole conjointe entre Imerys et le Seine-Champagne-Ardenne. Et ensuite, on se dirigera vers l'Indre-et-Loire pour une présentation faite par le conseil départemental et un membre de la CRPG, donc la Commission régionale du patrimoine géologique de Centre-Val de Loire, sur le site de Chanay-sur-Laton, une carrière de Falin. Et par rapport au cadre habituel, on va avoir une intervention un peu plus qui sera pas sur un site en particulier, mais plus aussi, on se disait que c'était l'occasion de vous reparler du partenariat dans lequel s'inscrivent ces webinaires annuels. Donc le partenariat qui est entre Réserve naturelle de France, l'UNPG, Minera Industriel France et France Ciment. Et ça fait un petit moment en fait qu'on n'a pas forcément reparlé du partenariat lors des webinaires. Donc on se disait qu'on garderait un temps en fin de webinaire pour vous reparler de ce qu'on fait et d'actions du même type que ce webinaire et aussi d'actualités récentes qu'il y a eu sur la thématique patrimoine géologique. Voilà, je vais donner la parole du coup aux premiers intervenants. Je vais juste vous demander, je crois que quasiment tout le monde a déjà pris le pli, je crois, mais de bien penser à couper votre micro tant que les intervenants sont en train de parler. Et après chaque intervention, on se gardera évidemment un temps pour prendre des questions, pour vous faire réagir et interagir à la suite des présentations. Et si jamais vous avez un problème avec votre micro, vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser vos questions et on les lira pour que les intervenants puissent y réagir. Voilà. Eh bien, bon webinaire et du coup, je donne la parole à Fabrice Frébourg d'Imeris. Merci Corentin. Ben, je vais tout de suite transmettre la parole à Mia pour qu'elle se présente et puis je prendrai le relais ensuite. Vous voyez bien l'écran? C'est bon. Oui. Super. Bonjour à tous, donc Mia Bertol, je suis chargée de mission territoriale au Seine-Champagne-Ardenne. Donc je m'occupe de la gestion de la partie nord-ouest du département de l'Aube et donc notamment du site de Montpottier. Et donc Fabrice Frébourg, moi je travaille chez Emery, je suis en charge du permitting pour la France. Donc c'est tous les aspects processus d'autorisation et études environnementales. Et Emery, probablement vous connaissez la société maintenant parce elle est bien connue pour son projet de lithium, mais en fait, à la base, Imerys, c'est une société qui exploite des spécialités minérales que vous avez dans la vie de tous les jours. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais dans le papier, dans la peinture, aussi pour la filtration de certains produits alimentaires ou pharmaceutiques. Ce sont les produits qu'extrait Imerys, du talc, du kaolin, des argiles, que nous allons voir ici en exemple sur la carrière de Montpottier. Alors, je vous propose tout de suite de descendre du coup sur le site. On se trouve, le site de Montpellier est à la limite de l'Île-de-France et de la Champagne-Ardenne, à la limite des départements de la Seine-et-Marne et de l'Aube dans l'Aube et à la limite de la Marne. Et vous voyez que la carrière est à cheval sur deux communes, la commune de la Solsotte sur laquelle il y a la plus grande partie, et la commune de Montpottier. Et pour autant, on l'a toujours appelée la carrière de Montpottier. Donc cette carrière, c'est une carrière qui exploite de l'argile, ce qu'on appelle les argiles kaoliniques du bassin de Provins. Et en fait, le début d'extraction de ces argiles date du début du XXe siècle. Donc c'est vraiment un patrimoine historique local. Vous voyez ici une photo des anciens carriers qui exploitaient avec les moyens de l'époque, hein, qui étaient essentiellement des moyens humains. Et ces argiles, elles ont des propriétés très particulières qui sont d'avoir vraiment des résistances à des températures élevées, donc jusqu'à 1700 degrés. On va voir que c'est important pour les utilisations. Une bonne résistance mécanique et puis aussi une bonne plasticité. Et toutes ces caractéristiques, en fait, nous permettent d'avoir des usages très, très particuliers. Alors, essentiellement dans le réfractaire, donc ce sont les briques pour les fours, notamment de très haute température, mais aussi dans toute la céramique,
qu'on peut retrouver, carrelage, sanitaire, etc. Et puis, des marchés un petit peu moins importants, mais qui subsistent sur les tuiles et puis sur l'étanchéité. Donc voilà un petit peu pour vous donner un aperçu très rapide de l'objet de cette extraction et les utilisations qui en sont faites encore aujourd'hui sur le bassin de Provins à partir de différentes carrières comme celle de Montpotier. Si vous regardez les images du bas, vous voyez que finalement cette carrière elle a été extraite réellement depuis les années 50 de façon industrielle en partant de la gauche et on voit finalement qu'on était sur un bocage agricole assez ouvert, des champs d'ailleurs d'assez petite taille par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui puisqu'on est en limite sud de la Brie. Et puis la carrière a finalement progressé et sur la dernière photo en bas à droite, 2003, on peut se rendre compte que tous les milieux qui étaient ouverts finalement se referment petit à petit, mais subsistent encore, et c'est ce qui fait aussi la richesse, et Mia y reviendra ensuite, c'est ce qui fait aussi la richesse du site, subsistent ces milieux pionniers qui sont si particuliers dans les carrières et qui permettent eh bien, tout un cortège d'espèces à haute patrimonialité. Donc finalement, le paysage de la carrière aujourd'hui, vous l'avez sur l'image en haut à droite, avec un certain nombre de discontinuités, de dépressions qui correspondent à des éléments de la carrière qui ont été ou réaménagés ou maintenus en l'état, et puis des petites zones en eau de différentes tailles, dont la plus grande fait environ 3 hectares. Alors, ceux d'entre vous qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises d'exploitation de carrière se diraient probablement qu'on ne ferait plus le réaménagement de cette façon-là aujourd'hui. Pour autant, on peut voir toute la richesse et on va voir toute la richesse qu'a permis de maintenir ce type de milieu euh, avec ces éléments pionniers. Donc pour reprendre un petit peu l'historique de cette gestion, notamment sur la fin de l'activité, l'exploitation s'est arrêtée dans les fins des années 90, au début des années 2000, avec la fin du réaménagement. Et on peut voir donc les milieux sur sur cette photo grand format. Le site faisait à peu près 43 hectares dans sa totalité. Il a été, la richesse des premiers inventaires a fait que ce site a été classé en SNIEF. Et voilà, on sait qu'un certain nombre de SNIEF de type 1 ou de type 2, notamment, portent la dénomination Carrière 2 ou Sablière 2, etc. Donc c'était une première reconnaissance de la richesse écologique du site. Et puis, en prenant conscience aussi de la nécessité de pérenniser ces milieux, notamment pionniers, pour éviter qu'ils ne se ferment très rapidement, Imerys a signé en 2007 une convention avec le Seine Champagne-Ardenne pour appréhender un petit peu mieux la poursuite de la gestion du site. Et je vais passer la parole à Mia qui va pouvoir vous décrire un petit peu justement cette gestion qui a été menée depuis 2007 à travers les différents plans de gestion et ensuite détailler un petit peu la patrimonialité du site. Merci. Je vais que tu appuies une ou deux fois sur... Ouais, et encore une fois. Merci. Du coup, là, vous voyez, la SNIEF s'étale un peu plus que le site lui-même, qui est du coup en bleu. Là, c'est la partie qui a été conventionnée avec le conservatoire. Et c'est sur cette partie qu'on a lancé en 2007, du coup, un plan de gestion écologique du site. Et à la fin de ce petit plan de gestion de 5 ans, on est reparti sur un plan de gestion de 10 ans plus classique, de 2012 à fin 2021. Ces plans de gestion, on n'avait pas énormément d'objectifs écologiques sur le site. On en avait deux. Et le premier de ces deux enjeux, enfin de ces deux objectifs, c'était de maintenir la diversité biologique dans les écosystèmes originaux de ce site. Et la deuxième, c'était favoriser le processus naturel forestier, puisque une grosse partie du site, est, comme vous pouvez le voir un peu sur les photos, est forestier. Donc on voulait maintenir l'évolution de cette forêt, tout en conservant du coup la mosaïque d'habitat qu'on va avoir sur le reste du site. On va en parler juste après en vous présentant les habitats.
Et du coup, en 2023, il y a eu une rétrocession des parcelles de Imerys au Conservatoire d'espaces naturels. Donc maintenant, le SENCA est propriétaire de ce site entièrement. Et donc en fait, ça a été un choix qui a été fait donc vraiment dans la continuité des actions qui avaient été mises en place avant, donc de signature d'une convention, etc., pour pérenniser les, le, la biodiversité de ce site et donc ses intérêts écologiques. Je veux bien que tu changes de slide. Merci. Donc là, vous pouvez voir sur la carte donc, des habitats qui a été faite pour le plan de gestion de 2012. Donc, comme le disait Fabrice tout à l'heure, c'est un site qui fait un peu plus de 40 hectares, 43 pour être exact. Et donc, en 2007, on avait trouvé sur ce site une vingtaine d'habitats naturels et qui ont été révisés en 18 habitats différents pendant le nouveau plan de gestion, enfin le dernier plan de gestion, du fait de la disparition notamment d'une culture à gibier, donc qui enlève un habitat peu naturel finalement, et des évolutions normales de certains milieux. Donc, parmi ces habitats, on va avoir autant des habitats aquatiques que des habitats de pelouse et de fruticées ou des habitats forestiers qui, eux, prennent à peu près la moitié de la surface du site. Donc, vous voyez, en fait, on a une vraie diversité d'habitats et qui sont très différents et se complètent. Donc, on va avoir de ce fait de nombreuses espèces assez particulières qui vont habiter nos milieux. Si tu peux changer la diapositive. Donc, en tout, on a à peu près 44 espèces animales patrimoniales sur le site. Donc, voilà, qui vont d'espèces typiques des milieux aquatiques, comme certaines libellules ou quelques amphibiens, comme la grenouille agile que j'ai présentée ici. Mais on va avoir aussi donc voilà, du lézard vert occidental ou bien du flambé, plutôt assimilé à des milieux secs. Donc, en fait, ce site, du fait de l'activité humaine et donc du coup de ce terrain très accidenté, à cheval entre des milieux aquatiques et des milieux secs et forestiers, ça a créé donc un endroit très atypique où vivent énormément d'espèces aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment eu beaucoup d'actions de préservation sur ce site, et notamment du coup la rétrocession, enfin les conventions et la rétrocession ensuite au Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne. Merci. Et donc en fait, ce site, l'une des raisons de sa préservation aussi, c'est parce qu'on avait de nombreuses pressions qui s'exerçaient sur ce site, du fait du fait qu'il soit mis sans surveillance à la fin de l'exploitation, au début des années 2000. Et du coup, le cadre propice aux activités d'extérieur, voilà, comme je vous montrais, et l'accès facile en voiture. Et donc, on a eu des dérives et des dégradations sur ce site qu'on peut voir ici. Donc, tout d'abord, une grosse fréquentation du site par les locaux. Donc, ça va être pour du pique-nique, de la balade avec des animaux sans laisse, etc. Mais également des soirées des jeunes du coin, des petits feux, voilà, plein d'activités. Et également, du fait aussi que ce soit un terrain très accidenté, sableux, etc., on a une grosse activité motocross, quad qui s'était installée sur le site. Et donc, ces activités, elles ont des conséquences pour la biodiversité, puisqu'on va avoir des grosses actions de piétinement et de tassement du sol et du coup, l'empêchement des végétaux de pousser sur les espaces à substrat nu ou peu végétalisés. Et également une pollution plutôt avec des déchets, du plastique sur la partie du site, surtout qui entoure le plan d'eau, avec aussi, comme on peut le voir là sur la diapo, des feux. Des petits feux que faisaient les locaux pendant leur pique-nique ou pendant qu'ils pêchaient. Et donc, qui est assez dangereux sur un site thermophile comme on peut avoir ici. Donc, en 2023, un arrêté préfectoral de protection de biotope a été mis en place sur le site.
Et ça s'est fait à peu près dans le même temps, du coup, la rétrocession aux parcelles du conservatoire. Donc, la demande de mise en place de cette APPB, elle s'est faite vraiment, du coup, puisqu'il fallait donner un cadre réglementaire et un outil de protection aux gestionnaires pour permettre de pouvoir avoir plus de financement pour la gestion, d'avoir plus de financement pour la surveillance du site, de pouvoir demander à l'OFB et à la police, etc., de venir faire des patrouilles de temps en temps sur le site. Et également, du coup, voilà, de mettre encore plus en valeur ce site et de pouvoir mieux le valoriser. Donc, c'est dans ces conditions que s'est créé un peu cette APPB voilà, qui était vraiment nécessaire pour pouvoir sensibiliser le public et les usagers et voir mettre des amendes quand il y en avait besoin. Et donc, si tu peux passer à la diapo suivante. Et donc, du fait de ces actions, on a pu voir vraiment une baisse de la fréquentation, enfin de la mauvaise fréquentation, c'est-à-dire du site. Donc, beaucoup moins d'activités de loisirs qui étaient interdites sur le site, beaucoup plus de randonneurs qui venaient juste se balader et qui venaient apprécier les lieux. Et du fait qu'on a fait du coup beaucoup plus de surveillance salariale, bénévole, mais aussi du coup de la part de l'OFB. Et ça a permis vraiment de mettre en place une présence assez dissuasive sur le lieu. En plus de ça, on a condamné les entrées avec, comme vous le voyez sur la photo, des grosses pierres. Donc pour éviter l'arrivée de voitures et de quads sur le site. Donc maintenant, bah, voilà, il n'y a que les motocross qui arrivent à passer. Et donc ça fait qu'on a vraiment beaucoup moins de dégradation qu'avant, même si on a toujours quelques réfractaires qui viennent, voilà, on le voit sur la photo de droite au milieu du feuillage, une tente et des gens qui s'étaient installés pour pêcher tout le week-end. Donc on a quelques cas qui arrivent encore, mais beaucoup plus rares qu'avant. Et on a beaucoup moins de déchets aussi, et pas les mêmes, c'est-à-dire là, vous voyez une grosse action de ramassage de déchets qui ont été faits par nos bénévoles sur le site. Donc voilà, ça c'est tous les vieux déchets qui ont été ramassés jusque-là. Et depuis, il est très rare qu'en visitant le site, on se retrouve avec plus d'une poignée de déchets pendant la visite, ce qui est toujours beaucoup, mais beaucoup moins que ce qu'on pouvait avoir avant sur le site. Et on a plus des dépôts de déchets sauvages aujourd'hui qui sont liés au fait que les voitures peuvent toujours accéder à certains endroits. Mais c'est des choses qu'on a plus l'habitude d'avoir sur des espaces naturels proches de grosses communes. Au-delà de ça, on a toujours quelques petites dégradations du matériel. On a eu le panneau de sensibilisation qui a été brûlé il y a quelques années. Donc ça s'est fait à peu près dans les mêmes temps que la rétrocession au conservatoire. Donc la PPB venait juste de s'installer. Depuis, on a eu très peu de dégradation sur le site. Tu veux passer à la diapo suivante. Enfin, concernant la gestion qu'on fait sur le site, donc pour continuer d'avoir cette présence dissuasive et de sensibilisation sur le site, on a doublé la surveillance salariale et bénévole. On a conventionné avec la société de chasse qui chasse sur notre site pour que, en contrepartie de leurs droits de chasse qu'ils peuvent exercer sur le site, eh bien, ils doivent nous aider à surveiller le site. Donc, ils vont très régulièrement sur le site. Ça va être une fois toutes les 2 semaines à minima, hors période de chasse. Je veux dire, parce qu'en période de chasse, c'est plus régulier. Et ils vont voilà, me signaler s'il y a eu des nouveaux déchets qui sont arrivés. S'il y a des gens qu'ils voient en train de faire une action interdite, ils vont aller leur expliquer pourquoi il ne faut pas qu'ils fassent cette action, quels sont les enjeux du site. Donc voilà, ça nous permet d'avoir plus de contact avec les usagers, puisque c'est un site qui est assez loin de nos locaux. On est à 1 heure de route, donc on ne peut pas y aller toutes les semaines, même si aujourd'hui, j'ai à peu près 10 jours de travail entièrement dédié à la surveillance sur le site. Donc, ça me permet d'y aller quand même 1 fois par mois, voilà, ou deux fois par mois si je passe que la demi-journée. Et au-delà de ça, du coup, on fait des sensibilisations aux scolaires et au grand public
Jusqu'à présent, c'était une fois tous les 2 ans, puisque 1 an sur 2, on échangeait avec un autre site local. Mais voilà, on aimerait bien peut-être comment dire, faire plus d'actions de sensibilisation, essayer d'en faire une fois par an, et également se focaliser plus sur les scolaires, puisque c'est en formant les jeunes qu'on forme la génération de demain. Donc voilà, et au-delà de ça, on fait des travaux d'entretien des milieux ouverts, comme le disait Fabrice tout à l'heure, pour du coup limiter la dynamique naturelle sur les parties plus ouvertes et qui permettent de garder cette vraie mosaïque d'habitat et toutes ces strates de végétaux. Donc pour les perspectives à venir, hop, Pardon. encore sur la diapo, pardon. On est en train de réfléchir à la réflexion de tous les panneaux d'affichage et de signalétique pour mieux signaler aux gens du coup les endroits qu'ils ont accès et ceux qui n'ont pas accès. Parce qu'on a défini des chemins réservés au public et des endroits où voilà, où il ne faut pas qu'il y ait de piétinement du tout. Et donc dans ce cadre-là, on est en train de préparer le nouveau plan de gestion qui devrait se faire voilà, l'année prochaine. Et on a eu des discussions pour aider encore plus à préserver ce site avec le conseil départemental de l'Aube pour en faire une ENS. Pour le moment, c'est un peu à l'arrêt ces discussions puisque le conseil départemental estime que le site est encore trop sujet aux pressions de fréquentation pour le moment et ils ont peur de s'engager. Donc, on est en train de travailler davantage sur ces sujets-là pour pouvoir permettre la mise en place de l'ENS qui nous donnerait des financements supplémentaires pour la gestion. Voilà, merci pour votre attention sur la gestion de notre carrière. Merci à tous les deux pour cette intervention. Et du coup, on peut prendre un moment pour des questions. Il Ouais, n'y a moi, j'ai pas une eu de... petite question. Fabrice, vous parliez de l'intérêt en particulier du site pour les espèces pionnières. De ce que j'ai vu des photos, on est déjà sur des milieux qui ont été recolonisés par de la végétation. Est-ce qu'il y a comment vous avez fait pour les espèces vraiment pionnières qui poussent sur du caillou au départ et qui ont vite tendance à péricliter parce que au bout de quelques années, si on ne maintient pas les sols nus, d'autres espèces viennent s'installer et en général celles-là périclitent. Effectivement, c'est toute la problématique sur nos carrières, hein. Et on voit qu'il y a encore sur les photos, on voit qu'au bord, notamment sur les parties un peu rivulaires et sur les berges, on a encore des substrats qui restent nus. Après, Mia pourra mieux répondre sur les dernières actions de type étrépage, etc. Mais voilà, on est sur ce type sur cette nature de travaux. Où on a besoin ou d'une mécanisation ou d'une intervention quand même un petit peu régulière. Et c'est toute la problématique de gestion des milieux sur le long terme, hein. Est-ce que Ouais. finalement il faut laisser l'évolution naturelle ou est-ce que et sacrifier ces quelques milieux pionniers ou est-ce qu'il faut continuer à les faire perdurer? Euh, voilà, c'est des problématiques auxquelles je pense tous les exploitants de carrière qui assistent à ce webinaire sont confrontés, et le SEN aussi, puisque finalement, dans la gestion des milieux, il y a toujours des arbitrages à faire, in fine. Ça se pose surtout, nous on a la problématique avec une plante qui est extrêmement rare, le cimbre couché, qui subsiste dans un ou deux départements en France. Et puis elle est que là, hein, elle est pratiquement plus nulle part en Europe. Et tant que le milieu est pionnier, cette espèce, elle explose. Il y a pratiquement qu'elle qui est présente. Et puis au bout de quelques années, si on fait rien, elle disparaît complètement. Ouais. Après, Fabrice, si tu vas sur la diapo 11, euh, on peut voir un peu plus en détail. En Bon, fait, après, les motocross doivent vous aider voilà, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, pour euh, certaines espèces, on a toute une partie du site qui est vraiment peu ou pas végétalisée. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est là que vont beaucoup les motocross. Et finalement, voilà, il y a ce tout petit bénéfice qu'elles apportent qui est Ouais, que on garde un espace vraiment très substrat nu, minéral. voilà, très pionnier sur ce lieu-là en particulier du site,
qui représente une assez grande surface. J'ai une Donc, question et une remarque, si c'est possible, oui. Jean-Jacques Macaire. Euh, je voudrais savoir si le site est inscrit à l'inventaire du patrimoine géologique. Alors sur ce site-là, il me semble pas que c'est le cas. Nous, dans nos sensibilisations, on parle beaucoup de l'intérêt géologique et pédologique du site également. Mais il me semble que ce site n'est pas enregistré, D'accord. effectivement. Ah, mais ma remarque va porter sur le site est tout à fait représentatif de la gestion et de ce qu'on considère un espace naturel. Dans le titre, donc, c'est gestion d'une carrière après son aménagement. Euh, et on s'attend à avoir un peu d'informations géologiques puisque c'est une carrière. Donc, notre collègue nous a expliqué à quoi servait cette argile, mais on ne sait rien d'autre. Et il n'a été question que de faune-flore. Or, vous savez que maintenant, le ministère de l'Environnement et les DREAL poussent, et on y travaille, et dans toutes les régions, ça doit être la même chose, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine géologique. Et Mm. dans un cas comme celui-là, je suis un peu étonné. Enfin, je ne suis pas, parce que c'est le cas un peu général, mais il faudrait sans doute que les choses évoluent. C'est que ce qui est géologique n'est absolument pas abordé. Bon, sans aller très loin, on peut. Enfin, j'ai rien entendu hein, là-dessus. Cette argile, quelle est sa nature? Des argiles, il y en a mille, hein, autant que des orchidées ou autre chose. Quelle est son origine, quel est son âge, au minimum d'informations, je dirais, parce que c'est le substrat et tout ce qui est dessus dépend évidemment du substrat. Donc je pense que, mais c'est un peu partout pareil, hein, mais simplement que les DREAL souhaitent que les choses évoluent. Donc pensez-vous apporter de l'information sur ce qu'est le substrat géologique, sans s'en faire trop, hein. Il n'est pas question de gommer tout le reste, mais d'apporter de l'information là-dessus, un minimum d'information, de protéger éventuellement un front de taille. On a vu des enfants assis sur des pierres. Est-ce que les pierres viennent de la carrière et elles représentent quoi ces pierres? Elles sont faites de quoi? Voilà, donc ça, c'est, je pense, quand on présente un milieu naturel, il faut absolument aussi maintenant s'intéresser à cet aspect lithologique, je dirais, géologique, qui est la base de tout, hein. Ouais. Voilà. Qu'en pensez-vous? Euh, alors en fait sur ce site, du coup pour les animations, on fait appel à un prestataire. Donc c'est une autre association naturaliste mais locale qui s'occupe des animations et on leur demande spécifiquement d'avoir un axe très géologique et pédologique sur le site. Donc ça fait vraiment partie en tout cas quand on fait des sensibilisations, c'est des enjeux qu'on aborde énormément sur ce site-là. C'est Est-ce un qu'il des est- seuls sites dans lequel on fait vraiment un écart de notre comment dire, spécificité au conservatoire plus porté sur l'écologie. On parle vraiment beaucoup effectivement de la richesse géologique et pédologique de ce site. Enfin, il n'en a pas du tout été question dans votre Oui, présentation. là, oui, j'en ai pas parlé. Je pense que c'est absolument indispensable d'aborder Mm, cet aspect. Alors, pour ce qui est des sites géologiques, il y a des sites où les choses se voient. Là, les choses se voient. Donc, il y a certainement ouais, un ouais. ou deux panneaux à faire et puis peut-être avoir une coupe à un endroit explicatif à ce point de vue-là. Et puis, il y a des quantités de sites où on ne voit pas la géologie. Et pourtant, elle est là. Et ce qu'on voit, c'est le relief en général. Et puis le sol également. Et donc, au moins apporter une information un peu plus explicative que ce qui est donné en général quand on a une pelouse, par exemple une pelouse calcaire, on dit il y a un calcaire dessous, et puis on s'arrête là. Des calcaires, comme je disais, il y en a des quantités différentes. Et donc, apporter une véritable information sur ce qui est le milieu naturel, parce qu'en général, il est présenté de façon très incomplète. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque parce qu'on en parle dans nos animations, etc. Mais effectivement, puisque là, on est en pleine réflexion sur la réflexion des panneaux, c'est vrai que ça peut être une bonne idée d'avoir, au-delà d'un panneau classique sur la- l'écologie du site, de parler, de montrer un faciès et de parler géologie et pédologie Ouais, sur un la panneau. géologie fait partie de l'écologie, hein. Quand Oui, oui, quand non, on a bien un sûr. panneau d'écologie, ça Mais intègre la sur, géologie obligatoirement. sur un panneau, on peut mettre enfin, qu'un nombre restreint d'informations. Oui, mais enfin, Oui. je Donc, comprends. effectivement, plusieurs panneaux, de toute façon, c'est un peu sur
quoi on se portait. Et effectivement, ça peut être intéressant d'en mettre un qui est plus tourné vers la partie géologique C'est du en tout site. cas la direction ou je dirais les directives que donnent maintenant les DREAL pour la protection des sites naturels, hein. Il y a d'ailleurs une réglementation qui concerne de la même façon la protection Mhm. des aspects géologiques des sites que la protection faune-flore. Mais oui, Tout à fait. les APPG. Et pour répondre à la première partie de la question, il n'y a pas de site INPG, en tout cas public, d'après ce qu'on peut voir sur les cartos qui sont encore accessibles. Il y en a un qui est pas très loin, mais bah, rendez-vous dans quelques mois pour avoir accès aux infos sur ce site quand ce sera rétabli, parce que pour l'instant, à part l'emprise, j'ai pas grand-chose. Mais en tout Ok. cas, apparemment, au niveau de la carrière en elle-même, il y Non, aurait pas non, de je site comprends pas. INPG. Ok, est-ce qu'il reste une dernière question? Et sinon, on va passer à l'intervention suivante. Ok, bon, du coup, je pense qu'on va donner la parole à justement Jean-Jacques et Nathalie pour le site de Chanay-sur-Latan. Je pense que Nathalie a la main sur son... Oui, elle est en train de charger. Je vais mettre le son, ça sera mieux. Ah oui, et Et voilà. le plein écran. Parfait. Tous. Par contre, je ne vous vois pas, donc s'il y a des interventions, il faudra parler assez fort. Donc, Nathalie Dupuis au conseil départemental d'Indre-et-Loire. Je suis chargée de promotion et communication sur des espaces naturels sensibles au service transition écologique au département. Je vais faire cette présentation avec Monsieur Macaire. Je laisserai le soin de se présenter pour qu'on vous présente les aménagements réalisés pour l'ouverture au public de la carrière de Falin à Chanay-sur-Latan. Monsieur Macaire, je vais vous laisser vous présenter puis présenter la première diapo, si vous le souhaitez. Oui, je veux bien, oui. Donc Jean-Jacques Macaire, moi j'étais professeur de géologie à l'université de Tours et donc je fais partie de la commission régionale du patrimoine géologique en Centre Val-de-Loire et suis plus particulièrement référent pour l'Indre-et-Loire. Alors on peut voir peut-être la diapo suivante. Voilà, alors donc il s'agit d'une ancienne carrière qui a été exploitée dans les années 60, 70, de façon d'ailleurs non réglementaire, semble-t-il. Et à partir des années 80, elle a semblé très intéressante et a fait l'objet d'une préoccupation par le département d'Indre-et-Loire, donc qui a été un peu pionnier dans cet aspect d'intérêt au patrimoine géologique. Donc il s'agit du falin. Les falins, ce sont des formations sédimentaires un peu sableuses, très riches en fossiles, très riches en coquilles, et qui sont du Miocène, donc disons, entre 20 et 10 millions d'années, approximativement. Alors ce site, je pense que Nathalie présentera plus sa configuration ensuite, mais du point de vue géologique, son intérêt, c'est que on a ici des formations géologiques qui montrent l'arrivée de la mer, son maximum et son retrait au cours du Miocène. Et donc, on a plusieurs couches que l'on aperçoit en bas sur la photographie, avec une formation plus sableuse à la partie inférieure, une formation un peu plus calcaire en partie moyenne et un peu plus sableuse à la partie supérieure. Donc, les sables inférieurs et supérieurs montrent l'arrivée et le retrait de la mer. Et dans la partie centrale, un falin qu'on dit de faciès savignéen représente le moment où la mer était la plus profonde, c'est-à-dire à peu près une cinquantaine de mètres. Voilà, donc c'est un matériau qui a été exploité pour différents usages, en particulier de granulats ou d'amendement des terres ou autres. Et actuellement, donc, c'est l'endroit, en tout cas en Touraine, où on peut observer le mieux la diversité des faciès.
et cette évolution géologique du secteur. Enfin, je pourrais donner d'autres informations géologiques si vous voulez, mais il y a d'autres aspects évidemment associés à la géologie. Nathalie, si vous voulez Oui. peut-être reprendre ou compléter. Oui, non, bah, la présentation, oui, a été parfaite sur l'aspect géologique. Par cette diapo, je voulais préciser un peu le cadre réglementaire, enfin le cadre juridique du classement de ce site, qui est classé espace naturel sensible. Donc, il est classé dans le code de l'urbanisme. C'est pourquoi c'est pas non plus un statut de protection, comme on peut l'entendre au sens réglementaire du terme, mais avant tout un outil foncier. Il permet au département d'acquérir un site, d'en assurer la gestion et de le valoriser. C'est vraiment la base de notre action au département. La politique ENS que nous menons depuis plus de 40 ans a deux objectifs. D'abord, de préserver les patrimoines naturels et les espèces menacées, et ensuite d'ouvrir les sites au public pour favoriser donc la découverte, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement. Pour remettre cette politique en œuvre, le département donc dispose de 3 outils par rapport au classement ENS. Donc un outil juridique où là on a un droit de préemption et si nécessaire la possibilité d'une expropriation par DUP. Ce classement ENS nous permet aussi un outil financier où le département peut prélever la taxe d'aménagement. Donc, au département d'Indre-et-Loire, on l'a fixé à 2% et qui nous permet de financer toutes les acquisitions, les travaux et aussi de verser des subventions aux communes et communautés de communes ou à d'autres prestataires pour gérer les sites classés espaces naturels sensibles. Et donc, voilà. Pour ce qui concerne la carrière de Falin, comme M. Macaire l'a dit, le rafraîchissement du frontail sud qu'on a présenté tout à l'heure, donc qui a été réalisé dans les années 80 et financé par la taxe parafiscale sur le granulat, donc avait suscité l'intérêt département et c'est pour ça qu'on a acheté ce site et classé espace naturel sensible. Je vous présente à côté une carte du département avec les 38 sites classés ENS pour montrer que voilà, la carrière s'inscrit vraiment dans toute une politique départementale et permet d'avoir une bonne visibilité. Pour les aspects, comme M. Macaire disait, donc c'est pas une carrière très ancienne. Elle a été ouverte en 1967 sans autorisation, vraisemblablement. L'autorisation a été donnée en 73 simplement pour 2 ans. Donc, la carrière a été arrêtée en 1975. Et après un petit vide de gestion entre 75 et 80, où là, les personnes donc, sont venues utiliser le site un peu comme des charges illégales. Et bon, après, voilà, toute la gestion derrière a dû se mettre en place. Mais en 1981, le département a acquis et classé la carrière de Chanay. Donc, ça a été vraiment le point de bascule qui marque le début d'une gestion publique structurée sur ce site. Et donc, dès le début de l'acquisition, en 1988, les premiers travaux d'aménagement ont été réalisés pour permettre l'accueil du public avec la mise en place, au départ, il y avait 3 panneaux pédagogiques, un petit préau pour accueillir les élèves, enfin tout le public. Et ensuite, la gestion courante a été laissée à la commune de 1990 à 2016 par le biais d'une convention entre le département et la commune. Vers 2016, donc là où le département a réinvesti la carrière parce que tous les aménagements étaient devenus obsolètes et surtout suite à une fouille depuis une trentaine d'années, eh bien, il a fallu sécuriser le frontail. Donc, en 2016, il y a eu des restaurations du frontail et ensuite tout un lancement d'études pour réaménager le site et l'ouvrir plus au public.
À partir de cette date et jusqu'à aujourd'hui, l'entretien courant est resté communal, mais avec une convention financière complétée aussi par l'intervention d'un prestataire pour des travaux plus techniques et plus spécialisés pour préserver la flore. Là, en 2020, donc j'ai noté les travaux d'aménagement du site. Toutefois, toute cette étude a commencé dès 2016, où on a dû trouver un prestataire pour lancer une étude et réaliser l'aménagement du site pour faire découvrir la géologie au Tourangeau. Donc cette évolution montre bien comment un ancien site d'exploitation peut devenir sur le long terme un espace valorisé et intégré aussi, comme je disais, à une politique cohérente des ENS. Là, hop, ma souris. Là, j'aborde donc un peu plus la gestion du site qui a été mise en place depuis les années 2016, quand le département a réinvesti le site. Donc, le premier enjeu sur ce site, vous l'aurez compris, c'est l'enjeu géologique et une gestion donc, qui a été mise en œuvre pour préserver ces enjeux, surtout sur le frontail sud, qui est d'intérêt national, où, bon, alors après, l'entretien est léger, hein, mais c'est vraiment essayer de maintenir cette visibilité du frontail pour que chacun puisse voir toutes ces empilements de strates. Une autre action est plus sur le frontail nord, où là, on essaie de maintenir un milieu pionnier, un milieu nu, pour accueillir une certaine flore. Et aussi sécuriser l'accueil du public. Donc là, tous les 5 ans à peu près, donc je l'ai montré sur la photo, on essaie d'araser le frontail pour garantir la sécurité. Voilà. Si vous voulez en dire plus, Monsieur Macaire, sur cette zone de fouille particulière qui est au... Et puis je vous vois pas. Non. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Simplement qu'une des caractéristiques du site, enfin, je trouve que c'est vraiment très intéressant, c'est d'avoir une partie qui est présentée, protégée, le frontail qu'on a vu au début, et puis de laisser une zone où les visiteurs, en particulier les enfants ou les gens intéressés, peuvent aller voir de plus près, en le sécurisant évidemment, hein, c'est un peu un problème, mais c'est pas trop lourd quand même comme intervention, et où les gens peuvent aller chercher des fossiles. Évidemment, les fossiles, c'est très attractif parce que ça permet de toucher, ça renforce l'intérêt. Alors, ce que je voudrais dire simplement, c'est un peu général, hein, c'est que c'est un site qui est évidemment, au départ, de grand intérêt géologique, mais auquel, évidemment, tous les enjeux floristiques, faunistiques sont associés, c'est tout à fait normal. Mais comme je le disais tout à l'heure, à l'inverse, on peut avoir des sites tout à fait intéressants, majoritairement pour la faune-flore, mais il y a aussi une implication géologique qu'il faut absolument ajouter et expliquer parce que tout marche ensemble. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Oui, donc on adapte aussi donc, une gestion pour permettre à une flore typique de ces milieux pionniers de pouvoir être maintenue. Et là, on a une action quasi annuelle, voire biannuelle, sur le haut de ce frontail pour préserver ce milieu pionnier et laisser la terre à nu et favorable donc à toutes ces plantes qu'on puisse voir, le crépice fétide, la gesse à graines rondes ou l'orpin de Foster. Cette diapositive, c'est pour vous montrer donc les principaux aménagements qui ont été réalisés en 2020 pour rendre la carrière plus pédagogique et plus attractive pour tous les publics. En premier lieu, on peut voir le sentier pédagogique qui a été mis en place, qui est composé donc de 15 panneaux sur le site. Donc, c'est un petit site, hein, comme on a dit, moins de 4 hectares. Donc, on a une quinzaine de panneaux qui abordent à la fois les aspects géologiques, principalement même, et aussi la biodiversité du site. L'objectif a été d'offrir une lecture simple
mais rigoureuse quand même, hein, mais simple de la géologie et permettre voilà, à chacun de pouvoir s'investir sur ce site, s'inscrire sur ce site. Pour l'accueil du site, il y a eu, on voit le chemin d'accès sur la photo numéro 2, qui a été aménagé pour une labellisation PMR. On n'y est pas encore parce qu'on a dû faire face à des problèmes de ruissellement d'eau, donc qui ont dégradé ce chemin, qui ont été résolus et le site va être un peu réaménagé sur ces chemins pour être labellisé tourisme et handicap. Et à savoir que pour être labellisé tourisme et handicap, donc tous les panneaux ont été conçus dans cet objectif aussi. Vous voyez également un peu, mais de façon anecdotique, l'espace de repos avec des tables aussi accessibles PMR et puis des bancs qui sont obligatoires pour tous les 200 mètres. Et donc, après, pour permettre aux familles et aux groupes de profiter pleinement sur le site, voilà, on peut venir aussi pour pique-niquer ou alors pour faire de la fouille. L'élément le plus spectaculaire donc, sur le site a été fait en 2020, où on a mis en œuvre, par un prestataire du nord de la France qui a réalisé donc cette mâchoire de requin mégalodon taille réelle posée sur un flanc du front de taille. Alors, c'est vraiment aujourd'hui le point d'attractivité très fort du site. Ça crée sa marque, son identité. Quand on veut parler de la carrière de Chanay, tout de suite, on va mettre cette mâchoire en avant. Et voilà, elle est reconnue par tous. Et puis, au départ, quand on l'a installée, les gens pensaient que c'était une vraie et ils allaient casser des dents. Donc, il a fallu qu'on mette que c'était une reproduction et pas une vraie. Mais bon, maintenant, ça va. On a beaucoup moins de dégradation et on peut laisser la mâchoire comme ça. Il n'y a pas eu besoin de refaire des dents. Comme M. Macaire a dit, donc, le secteur de fouille, donc on a voulu réellement préserver un secteur de fouille. Donc, on l'a réduit par rapport à ce qui avait été dans les années passées. Il a été réduit un petit espace. Et c'est ça, le premier intérêt du site, c'est là où c'est le pourquoi de la visite du public. Voilà. L'autre. Alors, pour cette diapo, on a voulu présenter, donc, pour favoriser l'accueil du public, donc on a diversifié l'offre d'animation et aussi la communication. Mais c'est vrai que sur les animations grand public, dès qu'on a mis en œuvre le réaménagement du site, le département a souhaité organiser au minimum 4 animations nature qui ont été faites par le prestataire association EEDD qui ont réalisé aussi le sentier d'interprétation. Donc, ils font tous les ans 4 animations à destination du grand public. Et depuis 2022-2023, les autres associations ou même les micro-entreprises donc, sont venues utiliser le site comme support d'animation pour l'aspect géologique. Et voilà, on a vraiment vu un grand déploiement de toutes ces animations et du nombre d'animations et du nombre de publics. Là, on va être à une 500-600 personnes qui viennent visiter ce site dans le cadre d'animation pour l'aspect géologique et biodiversité. Et aussi, comme j'ai mis à côté pour les enfants du secteur, plus des animations de construction de cabanes parce que la carrière est entourée de bois et nous, notre intérêt voilà, au département, c'est d'avoir de plus d'animations sur le site pour qu'ils soient investis et par le public. Et de cette façon, ça permet d'améliorer l'accueil. Ça permet aussi d'avoir moins de dégradation sur le site. Ouais. Et pour les animations scolaires, donc comme ce que j'ai noté, jusqu'en 2007, le site était principalement visité par les collèges dans le cadre d'une visite obligatoire dans le programme scolaire. Aujourd'hui, la sortie n'est plus obligatoire, mais elle reste encouragée. Et nous continuons d'accueillir beaucoup moins, mais quand même 10 collèges par an, soit à peu près 400 à 500 élèves
qui viennent visiter le site. On essaye de favoriser, d'encourager les collèges à venir en finançant un déplacement en car, donc, ce qui est la première dépense pour les collèges. Donc, on leur finance le déplacement en car et aussi on leur offre l'animation par le biais d'une association nature, d'aider. Voilà. Pour garder un peu ce lien qui était de prime abord un site pour les collèges avec la visibilité de ce frontail qui était un support de cours pour les professeurs. Sinon, un mot sur la communication qu'on met en œuvre pour ce site, comme la majorité de tous nos sites classés espaces naturels sensibles. Là, on est dans un secteur quand même où il y a eu la mer des Faluns, donc on a une autre carrière qui est utilisée aujourd'hui comme base de loisirs, les ENS des plans d'eau de Homme. Donc c'est vrai que ce site accueille entre 100 000 et 150 000 visiteurs sur l'été, sur 4 à 5 mois. Et on essaie par ce biais-là d'amener le public sur le site de Chanay-sur-Latan qui se trouve à 7 km, 6-7 km, avec un chemin, un sentier chemin labellisé. À 15 km aussi, nous avons le musée du Savignin. Donc, nous essayons aussi de faire des liens pour créer un pôle touristique autour du Savignin dans ce secteur nord-ouest du département. Sinon, en termes de communication, on a toujours sur les sites internet, sur nos réseaux sociaux, d'autant plus qu'on crée aussi, j'en ai pas parlé, une représentation. On essaie de faire une représentation annuelle d'un culturel. Donc là, j'avais mis la photo du chœur de l'Opéra de Tours. Mais voilà, on essaie d'avoir un gros événement sur ce site. Et à cette attention, on distribue aussi un visuel, un flyer pour informer sur le site et faire venir. Et voilà. J'en avais fini pour cette présentation de l'accueil, de l'aménagement qui a été fait pour accueillir le public sur ce petit site de la carrière de Faluns à Chanay-sur-Latan. Merci. Merci à tous les deux. Et du coup, pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas de questions parmi les participants, moi j'en avais. Je vais faire une remarque complémentaire, si vous voulez. C'est que, bon, là, le site qu'on vous a présenté est un peu emblématique de la façon dont on peut présenter les sciences de la Terre. Il faut dire aussi que les remarques que j'ai faites sur le site qui a été présenté précédemment, on peut les faire sur la plupart des sites en Indre-et-Loire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites qui sont des ENS, qui sont faune flore, et où là, on ne parle pratiquement pas de l'aspect géologique. Voilà, donc, et inversement, je pense que sur le site précédent, je ne connais pas le détail de la géologie, ces argiles, je pense que ça doit être du sparnacien, de l'éocène inférieur, quelque chose comme ça, je ne sais pas si c'est juste ou pas. En tout cas, il y a sûrement des choses tout à fait intéressantes à dire et très attrayantes, en particulier pour le jeune public. Hein, quand on voit une mâchoire de requin comme on a mis là-bas, on peut certainement mettre en avant autre chose qui est tout à fait passionnant. Hein, c'est simplement ça que je voulais dire. C'est finalement deux carrières qui ont été présentées, mais avec des angles complètement différents, et qu'il y a moyen de faire un mix des deux aspects du milieu naturel, à chaque fois avec des points forts, évidemment, en fonction du site. Ouais. Et juste par rapport à ces remarques-là, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas forcément de compétences en géologie dans les équipes des structures qui travaillent sur ces sites. Donc c'est important pour elles d'identifier des groupes d'experts comme la CRPG, dont Monsieur Merquier fait partie pour la région Centre-Val de Loire, ou des associations de géologues locales, régionales, Oui, voire nationales, qui peuvent aider parce que du coup, sinon, c'est peut-être aussi un défaut en termes de compétences pour produire en interne ce type de support qui oui. peut intervenir. Alors là, je dis un mot, on fait la remarque systématiquement aux associations, mais quand elles recrutent personne des sciences de la Terre. Le conservatoire, en région centre, de la même façon, a de nombreux agents. Il n'y en a pas un qui soit
capable de parler, enfin, normalement de sciences de la Terre. Et chaque fois qu'il y a un poste qui est créé, on va recruter un spécialiste d'un taxon d'insectes ou de je ne sais quel autre organisme, mais jamais quelqu'un qui puisse aussi être un interlocuteur en sciences de la Terre. Donc la responsabilité est en grande partie aux organismes et aux associations d'une manière générale. On a une main levée de Gaël du Sénat de France. Bonjour à tous. Juste pour répondre sur la dernière intervention, en fait, effectivement, notamment dans le réseau des conservatoires dont je fais partie, effectivement, on recrute peu de géologues, ça c'est une réalité. Mais la réalité qui est derrière, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sous pour recruter des géologues. Tous les fonds liés à l'environnement sont fléchés sur la biodiversité. Et je pense que c'est pas tant un manque de volonté de la part des structures qu'un déficit de volonté de certains financeurs. Et que si au niveau des grands pilotes des politiques environnementales au niveau national, régional et dans certains départements, il y avait plus de volonté effectivement d'aller sur la question du patrimoine géologique et de la géodiversité en tant que support de la biodiversité, les deux approches. Effectivement, il y aurait plus de géologues ou de personnel formé à la géologie au sein des associations de protection de l'environnement. Après, pour poursuivre, dans le cas présent, là, sur la carrière de l'eau qui a été présentée par Imeris, il y a des assos géologiques locales qui sont tout à fait, à mon avis, pertinentes et en particulier sur l'Aube, l'AGA, l'association géologique auboise, qui est comment dire, enfin, qui participe à beaucoup de choses et qui pourra, à mon avis, faire quelque chose avec le Seine. Absolument, ouais. Merci. Moi, j'avais une autre question pour Jean-Jacques, c'était de savoir est-ce que il est prévu qu'il y ait une fiche INPG qui soit créée pour le site de Chanay-sur-Latan? Car il me Alors, semble que c'est pas le cas actuellement. le site est inscrit à l'inventaire, évidemment. Il y a une fiche INPG. Alors, est-ce qu'elle est publiée? Parce que c'est un peu ce qu'on discutait en off avant. Le site est très compliqué et quand on veut récupérer une fiche, même pour nous hein, qui sommes dans la commission régionale, on a du mal à accéder. Alors, on imagine que les personnes extérieures ont encore plus de difficultés. La fiche existe, hein. Oui, Donc, je pense, elle est elle est présente. publiée. Elle est Elle est publiée, publiée. enfin, ouais. Oui. Mm. Mais voilà, donc la fiche existe. Et alors, je ne sais pas où est l'inventaire pour Champagne-Ardenne, hein, mais un site comme celui-là, à partir du moment où on voit le sous-sol, euh, il y a des chances qui pourraient être inscrits parce que le sous-sol, les roches, on ne les voit pas souvent, hein. Il y a un couvert végétal qui cache et dès qu'une ancienne carrière présente des affleurements, en général, on l'inscrit parce que ça permet d'accéder à à l'information, aux archives du sous-sol. Merci. Et j'avais une autre question, peut-être plus sur la gestion du site. C'est vous avez parlé de sécuriser le front pour la partie utilisée en pédagogie. Comment est-ce que vous faites concrètement? Ah bah là, c'est comme j'avais montré sur la photo, on essaie d'araser le surplomb qui se crée suite aux fouilles. C'était surtout ça. Ok. Ouais. Et puis ensuite, des panneaux pour indiquer la dangerosité de se tenir en haut, mais après, c'est pas très haut au niveau de cette zone de fouille, donc il y a peu de risques. Mais la mise en sécurité, c'est l'arasement du surplomb qui se crée. Et il est pratiqué à quelle fréquence? Bah, tous les 5 ans. Exceptionnellement, cette année a été enfin cette année, ces dernières années ont été très pluvieuses. Donc là, il s'est créé une plus grande fragilisation du surplomb et ça a été fait au bout de 3 ans. Voilà. Ok, merci. Et ben s'il n'y a pas d'autres questions, je vais garder la main pour enchaîner sur la dernière intervention. Il y a Donc, une autre. ah bah s'il y a une main qui s'est levée, oui. Ah, allez-y, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Je vous signale qu'en région centre, vous avez quand même un centre
travaillant sur les sciences de la Terre, qui est le BRGM. Et là, vous pourriez vous appuyer sur une association qui est liée au BRGM, qui est l'Amicale BRGM, et qui intervient dans beaucoup d'actions à titre bénévole pour développer et former, hein. On a l'année dernière, non, attendez, cette année, on a formé à peu près une quarantaine de professeurs des sciences et vie de la Terre sur divers sites dans les départements qui les concernaient. Donc, à titre d'aide aux associations, l'amicale BRGM peut également intervenir en fonction, évidemment, de la disponibilité des gens, etc. Mais vous pourriez Oui. les saisir. Bah, c'est vrai que pour faire l'aménagement de ce site, de toute façon, on a été tapé à toutes les portes dans notre département pour avoir le plus de renseignements, de justifications possibles pour ce site, parce que nous, en interne, au sein du conseil départemental, on n'a pas les compétences techniques pour réaliser l'aménagement, l'accueil sur un site géologique. Donc, Monsieur Macaire a été une aide très précieuse pour, euh, pour la réalisation de tous les textes des panneaux pédagogiques. Merci pour cette précision. Et du coup, si il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, je vais donc enchaîner sur la troisième intervention du jour qui, comme je l'expliquais, va sortir un petit peu du cadre des cas du terrain pour revenir plus dans le contexte de montage de ces webinaires. Et je vais vous refaire une présentation assez générale on va dire, du partenariat qui est à l'origine de ces webinaires et en montrant surtout certaines actions dans lesquelles vous pouvez être amené à contribuer ou vous impliquer. Et après, je laisserai la parole à Sandra Rimet de Minera Industriel France et à Amélie Promel de l'UNPG pour évoquer une intervention qu'elles ont faite lors d'un événement co-organisé par RNF il y a quelques semaines. Donc, je vais à mon tour partager. Hop. Donc voilà, je voulais juste resituer un petit peu le cadre d'organisation de ces webinaires donc, qui interviennent au sein d'un partenariat qui existe entre Réserve naturelle de France, on va dire d'un côté, et de l'autre côté, trois syndicats de l'industrie extractive, donc UNPG, MIF et France Ciment. Et donc pour montrer déjà que c'est un cadre de travail qui existe maintenant depuis quand même de nombreuses années, puisque les premiers échanges qui avaient eu lieu remontent à 2018 et que la collaboration concrète et conventionnée a commencé à partir de 2019 et qu'on se retrouve aujourd'hui là en fin 2025-2026 au milieu de la seconde convention cadre trisannuelle de collaboration qui existe entre les quatre réseaux. Et donc on va dire le cadre de la thématique sur laquelle s'est noué le contact initial. Donc en fait, c'était notamment par le biais d'une commission thématique du réseau Réserve naturelle de France qui s'appelle la commission patrimoine géologique, donc qui réunit des personnes qui travaillent dans des réserves naturelles et qui sont amenés à traiter des objets géologiques, à gérer du patrimoine géologique ou qui sont intéressés par cette thématique. Donc, ce qu'on avait identifié, c'est qu'il y avait quand même un lien qui était assez évident entre le patrimoine géologique et notamment celui abrité dans les réserves naturelles et l'activité de carrière. Alors, activité pas forcément au sens encore active, mais plutôt souvent des anciennes exploitations. On n'avait pas forcément à ce moment-là de chiffres en tête pour étayer cette idée, mais en tout cas, on voyait qu'il y avait quand même une part prépondérante d'anciennes carrières qui avaient donné des réserves dites géologiques. Donc à partir de là, on a pris contact via au début l'UNICEM. Quand je dis on, du coup, c'est Réserve naturelle de France. On a pris contact avec l'UNICEM pour expliquer qu'on pensait qu'il y avait
un point d'ancrage et qu'on pouvait faire un rapprochement pour cette raison-là, et notamment du fait que bah, des carrières peuvent être des quasiment uniques fenêtres sur le sous-sol ouvert dans des régions qui sont plutôt planes. Donc c'est vraiment très intéressant et qu'on avait déjà quelques exemples pour, euh, pour illustrer ça. Donc à partir de là, on a commencé à faire des chantiers un peu d'enquête et de travail à partir des plans de gestion des réserves pour mettre un peu des chiffres sur ces perceptions. Et ça a permis de donner ces aperçus là que je vous ai mis sur la slide qui sont que d'après ce qu'on a pu trouver, il y a environ quand même quasiment un tiers des réserves naturelles qui sont concernées par la présence d'une carrière de manière très large. Et donc ça, très généralement, quand on dit ça, ça veut dire que c'est une ancienne exploitation qui est à l'arrêt, voire qui a été abandonnée quand il s'agit de vieilles exploitations, qui a été abandonnée telle quelle. Et que pour ce qui est des réserves naturelles qu'on dit géologiques, donc c'est-à-dire des réserves qui ont été créées en priorité pour la protection d'un patrimoine géologique, là, et c'est assez logique finalement, on voit que la proportion monte considérablement et qu'on est plutôt au-dessus des deux tiers de ces réserves qui sont concernées. Donc, je vous ai mis deux illustrations sur la diapo avec deux cas, dont un qui est assez original. Le cas du bas, celui du cité carré de Tercy-les-Bains, est assez classique. Donc, c'est une carrière qui a été arrêtée et laissée à peu près à l'abandon tel quel, avec des fronts apparents, et qui aujourd'hui a été classée pour son patrimoine géologique, et notamment la présence on va dire, d'un point d'étude, un stratotype de limite, donc c'est-à-dire une référence au niveau mondial pour étudier les différents étages des temps géologiques, qui a été décrit dans ce site. Le site du haut, la carrière de Champagnac, se trouve, lui, dans la réserve de l'Astroblème de Rochechouart-Chassenon, et la particularité ici, c'est qu'il y a, en fait, la carrière n'est pas à l'arrêt, elle continue son activité, mais il y a un front qui a été laissé en dehors de l'exploitation et classé en réserve naturelle parce qu'on y voit en fait la limite entre les terrains marqués par l'impact d'un astéroïde il y a 200 millions d'années et le socle sous-jacent. Donc c'est un site extrêmement intéressant et là encore qui a une importance au niveau mondial. Dans, donc après avoir fait cette identification vraiment des liens en termes de statistiques, on va dire, qui existent entre les carrières, le patrimoine géologique du réseau, mais au sens plus large, le patrimoine naturel, on a cherché à monter des actions pour créer du lien en fait entre nos réseaux, et aussi pour valoriser des cas de collaboration qui se passaient bien et qui étaient enfin, des bons retours d'expérience qu'on pouvait identifier au sein de nos réseaux pour les valoriser, pour les présenter. Donc, une des premières actions qu'on a faites, c'était de créer un annuaire. Un annuaire de contact des quatre réseaux avec l'objectif que les gens puissent s'y inscrire sur la base du volontariat, rentrer leurs coordonnées et que ça favorise la prise de contact à l'échelle locale, voire régionale, entre des carriers et des gestionnaires de réserves naturelles. Et ce, de manière plutôt ponctuelle. Il n'y a pas forcément de besoin très souvent, mais c'est quand même arrivé des fois qu'on ait des demandes qui remontent aux têtes de réseau pour dire, par exemple, un carrier qui avait demandé est-ce qu'il pouvait être mis en relation avec un gestionnaire de réserve naturelle géologique parce qu'il voulait monter une animation dans le cadre d'un événement. En fait, cet annuaire pouvait totalement répondre à cette attente. Donc, je vous remettrai le lien de l'annuaire dans le chat une fois que je laisserai la parole à Amélie Sandra tout à l'heure. Mais voilà, pour nous, c'était vraiment une première pierre à l'édifice de pouvoir avoir cette idée d'essayer de favoriser la prise de contact entre les membres des réseaux. Euh, les, euh, les événements que j'évoquais alors je sais que le but des carrières n'est pas forcément d'accueillir du public, ça reste des sites industriels, des sites économiques, mais cependant, il y a quand même, je pense, ponctuellement matière à ce que les sites puissent être présentés et valorisés.
Et ça peut être fait en collaboration là aussi avec des assos, des gestionnaires. Et je pense qu'il y a des événements qui existent, mais qui sont pas forcément encore très bien connus, parce que ce sont des événements qui sont plutôt centrés sur la géologie, qui sont moins connus que les choses comme les journées du patrimoine, par exemple, voire la fête de la nature. Mais voilà, je voulais souligner qu'il y avait organisé tous les ans, maintenant depuis 8 ans, en mai, les Journées nationales de la géologie, un événement qui est à l'initiative de la Société géologique de France. Et donc qui permet sur plusieurs jours au cours du mois de mai de labelliser un événement, une manifestation, une animation organisée sur un site. Et tout ça est centralisé du coup sur une carto qui est mise à disposition par la SGF. Et donc ça permet en fait de créer surtout un moment un peu de valorisation avec un élan national sur la thématique géologie qui reste assez intéressant. Et encore plus récemment, il y a eu la création de la Journée internationale de la géodiversité qui fonctionne vraiment exactement de la même manière, mais là dans un cadre plutôt mondial. Et donc il y a qui est une autre fenêtre de tir en fait qui permet là aussi de labelliser des animations, des événements réalisés et de s'inscrire dans une démarche au niveau mondial pour le coup. Voilà, petite parenthèse refermée. Dans le cadre du partenariat plus précisément, nous, la valorisation, elle se passe vraiment par deux canaux principaux qui sont d'une part donc les webinaires comme celui auquel vous êtes en train d'assister maintenant. Donc voilà, ça fait maintenant trois fois qu'on propose un webinaire aux membres des 4 réseaux partenaires, et puis même on peut élargir un peu au-delà parce qu'il y a pas de raison de ne pas accueillir d'autres curieux. Donc on continuera évidemment les années à venir. Les replays, comme je disais, sont mis à disposition sur la chaîne YouTube de RNF et peut-être aussi sur d'autres canaux par nos partenaires. Euh, Évidemment, on va aussi donc du coup continuer à chercher des sujets à présenter dans ce cadre-là. Donc si jamais vous êtes vous-même concerné et que vous avez un sujet que vous trouvez pour être intéressant à partager dans ce format-là, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je mettrai aussi mon contact dans le chat. Et l'autre canal qu'on utilise, c'est la publication d'articles qui sont dans une revue là aussi de la Société géologique de France, donc qui s'appelle aujourd'hui Terre et Sciences, qui a changé de nom récemment. Donc là, l'idée, c'est de produire au moins un article par an pour faire un portrait assez synthétique d'un site carrier dans lequel voilà, il y a du patrimoine géologique qui a été identifié et qui est valorisé. Donc là, vu que c'est un public plus géologue, on se concentre vraiment sur la partie plutôt patrimoine géologique, là où dans les webinaires, comme vous l'avez vu, on a un spectre plus large et c'est surtout essayer d'avoir des interventions à deux voix entre carrier et gestionnaire qui nous paraissaient intéressants. Et donc, autre, activité là, qui est plus un cas ponctuel, mais qui a eu lieu cette année. Donc, RNF a co-organisé, il y a à peu près un mois, les Journées nationales du patrimoine géologique. Donc, c'était un événement de niveau national c'était la sixième édition et la précédente s'était déroulée 12 ou 13 ans précédemment. Donc c'était un gros événement très attendu par tous les acteurs de la thématique patrimoine géologique, vraiment du niveau stratégique au terrain, vers les CRPG, etc. Et dans ce cadre-là, on avait proposé une intervention justement sur la place des carrières et leur rôle en fait justement dans le potentiel qu'elles offrent par rapport au patrimoine géologique. Et dans ce cadre-là sont intervenus l'UNICEM Bretagne, mais aussi du coup Amélie et Sandra, à qui je vais laisser la parole maintenant pour qu'elles puissent revenir sur cette intervention. Merci Corentin. Donc Sandra Rimet, je suis secrétaire générale pour le syndicat Minéraux Industriels France. Donc moi je vais parler de la valorisation des actions de partenariat. Amélie va donner un peu les difficultés et les contraintes dont il faut avoir conscience. Après j'enchaînerai mais tout ça très rapidement puisqu'on a dépassé le temps, on va aller très vite. J'enchaînerai sur les perspectives et puis on échangera aussi avec Amélie sur ce qui a été dit ce jour-là, où on a eu la chance de pouvoir intervenir sur ce grand événement. Donc valoriser la géologie, évidemment, nous on la valorise d'un point de vue production, transformation des ressources minérales.
dont on bénéficie tous les jours au quotidien. Et cette valorisation et cette extraction, paradoxalement, permet de faire pas mal de découvertes, hein. C'est là-dessus qu'on a pu développer en novembre le rôle des carrières qui ont permis de mettre en évidence, comme tu l'as dit, Corentin, des stratotypes. En effet, hein, on accueille des paléontologues, des archéologues, des sédimentologues, je ne sais pas trop comment on dit. Il y a de nombreuses campagnes de fouilles et tout ça débouche sur quand même des publications. Ça permet des aires protégées, donc on en a vu aujourd'hui, des réserves naturelles, hein, comme la réserve, on a donné des exemples, la réserve de Limay, on a donné des exemples de découvertes comme les ossements du mammouth, le sauropode d'Anjac. Ça permet des expositions. Là, encore récemment, en 2025, il y a eu à Ange des expositions sur le Stampien. Ça permet aussi des initiatives dans le cadre réglementaire au moment de la SCAP, la stratégie de création des aires protégées, qui était donc en 2010, juste avant la stratégie nationale des aires protégées. On a eu des sites qui ont déjà qui ont réussi à aboutir avec l'Adréal à des zones de protection, un peu comme tu as montré avec l'astéroïde, c'est-à-dire on gèle un front, on aménage pour accueillir les géologues ou toutes les personnes intéressées. Donc, je vais arrêter ma liste à l'après-vert. Les journées de la géologie, on y participe. Voilà, l'objet, c'était de montrer à ce public qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Mais Amélie, je te laisse enchaîner. On a aussi de notre côté, pourquoi c'est pas aussi facile, certains géologues comprennent pas, c'est qu'on a quand même on est quand même, Amélie, si tu veux enchaîner, on est quand même soumis à un cadre réglementaire très strict. Présidente de la commission environnement pour l'UNPG. Et en fait, effectivement, comme le précisait Sandra, on est quand même, et Corentin l'a précisé également, on reste un site industriel avec ses contraintes réglementaires, ses contraintes techniques et également de sécurité non seulement des employés, mais aussi de tous les visiteurs. Et donc, on est assez ouvert au dialogue, on a tout un panel d'outils pour travailler ensemble, mais on reste très, très contraint par ce cadre réglementaire qui est de plus en plus strict. Puisqu'effectivement, on relève non seulement de la réglementation ICPE, mais de tout un autre panel réglementaire. Okay. Je te laisse la parole, Sandra, pour poursuivre. Oui, bien sûr, je me dépêche. Donc, néanmoins, vous voyez que ça n'empêche pas les partenariats, hein. Ce qu'on avait constaté avec Amélie, c'est qu'il suffit de vouloir et de dialoguer, d'où l'intérêt de l'annuaire présenté par Corentin. Nous, sur un petit syndicat, parce qu'il y a 180 carrières en France, contrairement à d'autres ressources où il y a beaucoup plus de carrières, on peut être aussi, en tout cas en général, les syndicats, une entrée vis-à-vis des entreprises si vous voulez les contacter. Je voulais faire un petit clin d'œil à Monsieur Macaire sur les schémas régionaux, hein. Les schémas régionaux des carrières insistent beaucoup. Ils ont tous des dispositions spécifiques sur la protection du patrimoine géologique, hein. Si vous prenez par exemple le schéma régional de Normandie, dans sa mesure 4.4, pardon, ils insistent sur prendre en compte les enjeux de biodiversité et de géodiversité. Donc c'est quelque chose qui commence entre guillemets, la mayonnaise prend de plus en plus, voilà, en niveau de vision, hein, territoriale au niveau de la région. C'est très positif, hein, et donc des sous-mesures sont préserver le patrimoine géologique, préserver les particularités géologiques. Ensuite, en termes de perspective, comme l'a dit Amélie, nous on voit surtout de pas lâcher, de poursuivre le dialogue, de mieux se connaître, d'où l'intérêt de ces webinaires, d'où l'intérêt de l'annuaire, et on pense vraiment que ce rapprochement entre les acteurs de la protection et les acteurs de la production sont absolument, il est possible et quoi d'autre? Il est possible, et notamment par les fédérations qui sont quand même des points d'entrée, des têtes de réseau.
Sur les échanges, ouais, pardon, vas-y, Amélie, Oui, oui, j'allais dire sur les échanges, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une volonté quelque part ou une curiosité de la communauté scientifique et géologique d'accéder au front de taille, en fait, parce que c'est une fenêtre ouverte sur la géologie, sur l'histoire, mais en fait, cet accès, il reste assez contraint pour nous, pour tout le monde, et qu'effectivement, les échanges ont beaucoup porté là-dessus, en fait, sur cette frustration quelque part d'accéder au site. Mais comme on le dit en fait tout au long du webinaire, les échanges, la discussion constructive, l'écoute partagée aussi permet effectivement d'accéder à ces sites, à ces curiosités. Voilà. Bon, parfois il y a une certaine frustration des deux parties, mais voilà, au moins il y a un compromis qui peut être trouvé. À ces journées, on a quand même eu beaucoup de retours. On a eu un retour négatif là, à la fin mais quand même beaucoup de retours positifs aussi. Donc dans le public aujourd'hui qui participe, je ne sais pas si vous avez été confronté à voilà ces essais d'échange, mais on a eu beaucoup de retours positifs quand même sur l'accès, pardon, au site et le volontariat. Sur le dialogue. Voilà, sur la qualité des dialogues aussi. Et essayer d'avoir une convention qui permette l'accès à des campagnes de fouilles, etc. Des questions? Voilà, ouais. Ce que j'allais dire, est-ce que quelqu'un a des questions sur le partenariat ou sur ces journées? Et comme vous le voyez sur la photo, la visite auquel on n'a pas pu assister le lendemain est sur une ancienne carrière. C'est ça, Corentin? Oui, c'est ça, ouais. On a terminé l'événement par une journée d'excursion et il se trouve que, comme par hasard, comme c'est quand même assez fréquent pour des sorties géoles, l'un des sites qu'on a visité, c'était une ancienne carrière de Falun d'ailleurs, qui a un long historique d'utilisation à des fins pédagogiques, qui reste maintenant après quelques déboires, qui a été, on va dire, restauré dans sa fonction justement de site géologique. Et il se trouve qu'en plus, c'était pas du tout dans le cadre du partenariat qu'on avait calé cette visite, puisque c'était l'autre co-organisateur qui l'avait prévu. Mais ça montre bien, en fait, enfin, de toute façon, les chiffres ne mentent pas, quoi, sur l'importance forcément que les carrières ont eu enfin, dans l'historique de détermination de sites d'intérêt géologique. Et ça s'explique forcément aussi par la qualité des affleurements qu'elles ouvrent, qui n'existent pas dans certaines régions dans les sites naturels. D'où aussi, On l'a vu aussi. Oui, d'où aussi vas-y. peut-être l'intérêt un peu vif que certains géologues portent pour ces affleurements. Et on a pu voir aussi tout au long des présentations que finalement, il y a beaucoup d'interactions finalement entre anciennes carrières en exploitation, patrimoine géologique. Il y a eu beaucoup d'exemples au cours de la journée. Et finalement, d'anticiper peut-être la valorisation de ce patrimoine permet, dans nos réaménagements de carrière, permet aussi de construire un avenir assez franc. Oui, ce que je voudrais préciser, quitte à me répéter, c'est que on voit ici effectivement la réunion qui y a eu à Rennes met l'accent beaucoup sur les carrières parce que c'est là qu'on voit le mieux les formations géologiques. Encore que dans les pays de montagne, on a de superbes affleurements naturels ou à la faveur de travaux pour les routes, par exemple. Mais je pense que pour pour la plupart des gens qui s'intéressent au milieu naturel et, et à leur préservation, beaucoup doivent se dire, mais j'ai pas un front de taille comme ça, donc la géologie, c'est pas la peine d'en parler sur ce site. Donc, pour me répéter, je dirais que même sur un site où on ne voit pas les formations géologiques, parce que c'est quand même assez rare, eh bien, on peut quand même aborder l'aspect géologique pour expliquer le milieu.
hein, l'environnement, le pourquoi on a tel végétaux ou tel caractère hydrologique de surface. Tout ça est lié à la nature du sous-sol et on peut donner un peu plus d'explications sans trop développer évidemment puisqu'on ne voit pas, mais introduire cet aspect-là dans la présentation du milieu naturel alors que c'est souvent absent dans la plupart des sites que l'on peut visiter. Bah, dans nos métiers, hein, comme on a beaucoup de géologues et leur métier, c'est quand même l'amour des milieux naturels, quand on fait des itinéraires pédagogiques comme réaménagement, la géologie est quand même toujours indissociée de la biodiversité. Géodiversité, biodiversité est quand même important dans notre secteur, hein. Ça fait partie des exemples aussi de partenariat quand on fait des réaménagements en itinéraire pédagogique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces aspects? On a un peu débordé, du coup, on a quand même perdu une partie des participants. Ok, bah, s'il y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous, en tout cas, de votre participation. Voilà, on peut déjà vous dire qu'il y aura un rendez-vous fixé l'année prochaine, à peu près à la même période, pour présenter d'autres exemples. Encore une fois, hein, si vous êtes, si vous travaillez sur un site qui, d'après vous, ou si vous connaissez un site qui pourrait être valorisé de cette manière-là, n'hésitez pas surtout à revenir vers nous ou si vous avez toute autre question sur le partenariat. Je vais mettre fin à l'enregistrement. Ah, il a dû s'arrêter tout seul, mince. Ah non, c'est bon.